Chers amis du Club du Mercredi, bonjour. Nous enregistrons aujourd'hui un nouvel entretien de la quarantaine à propos du coronavirus. Donc, comme vous le savez, ces entretiens de la quarantaine visent à donner la parole, à avoir des interviews avec des spécialistes. Et l'idée, c'est d'aborder la crise du coronavirus à travers leur spécialité. Donc, de faire des entretiens qui sont anglais sur leur spécialité. Aujourd'hui, nous sommes avec Jackie Haar, qui est l'ancien trésorier du Conseil national de l'Ordre des médecins. Jackie, bonjour. Bonjour. Jackie, on va se tutoyer, on se connaît personnellement, on va Oui, tromper oui, bien sûr. personne. Dis, pour commencer, est-ce que tu peux nous toucher quelques mots de ton parcours, te présenter brièvement parce que voilà, ça fait un petit moment que tu es dans le milieu de la médecine. Tu es médecin généraliste, c'est ça de base? Alors, je me suis installé comme généraliste en 1969. Je suis resté généraliste pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai basculé. Pendant 2 ans, j'ai fait l'intérim du bureau d'hygiène de la mairie de Reims. Et ensuite, je suis rentré à temps plein au centre régional de transfusion sanguine où j'ai travaillé pendant 24 ans. Je l'ai quitté à 65 ans. À cette époque-là, j'étais déjà membre de l'ordre départemental, dont j'ai été le président pendant 24 ans. Et je suis rentré, pendant ce temps-là, je suis rentré au Conseil national, où j'ai été successivement président de la section formation médicale et ensuite secrétaire général adjoint. Et enfin, pour les 3 dernières années, trésorier du Conseil national. Et ça s'est terminé parce que je ne me suis pas représenté en juin dernier. Je considérais qu'arrivé à 83 ans, il était peut-être temps que je laisse de la place à des plus jeunes. Est-ce que tu exerces encore une activité médicale aujourd'hui? Alors, j'exerce une activité médicale pas permanente, mais régulière auprès d'étudiants qui D'accord. sont des étudiants étrangers hors Union européenne et qui ne bénéficient donc pas de la médecine universitaire. D'accord, ok. Bon, ton point de vue va nous être précieux et va être très intéressant puisque non seulement bah, tu as effectivement travaillé, tu es un professionnel de la santé et par ailleurs tu as également été présent dans le Conseil national de l'Ordre des médecins, donc tu as pu approcher un petit peu des personnalités qui prenaient les décisions. Tu me disais au téléphone lorsque nous préparions cet entretien avoir rencontré récemment, juste avant qu'il devienne ministre de la Santé, Olivier Véran notamment. Je l'avais rencontré tout à fait, tout simplement à l'occasion d'une réunion au Conseil national où on l'avait invité. À l'époque, il n'était pas encore ministre de la Santé. Et on avait pu discuter avec lui sur les problèmes de manque de médecins, entre autres. Est-ce que son attitude à l'époque et les propos qu'il pouvait vous tenir sont cohérents avec son action à la tête du ministère aujourd'hui? Tout à fait. Tout à fait. Il n'a pas, pu défendre certaines idées qu'on lui avait suggérées, mais je pense qu'il n'est pas tout seul à décider, bien sûr. Mais bon, le problème, entre autres, était le manque de médecins et de jeunes médecins, puisqu'on sait très bien qu'à partir de 2022-2023, il va y avoir un réel manque de médecins, aussi bien dans les hôpitaux que en médecine libérale, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne prépare pas assez de médecins. Et la deuxième, c'est que la médecine s'étant terriblement hyper spécialisée, certains spécialistes n'exercent plus qu'une partie de leur spécialité et que donc, dans ce cas-là, effectivement, on va avoir un manque de médecins, ce qui devrait d'ailleurs inciter les hôpitaux et les cliniques privées à coopérer entre eux et probablement à réouvrir ce qui existait d'une manière importante dans le passé, à l'époque où moi j'étais étudiant, c'est-à-dire une activité à temps partiel qu'on appelle maintenant temps partagé, c'est-à-dire d'avoir certains spécialistes de pointe qui puissent travailler et à l'hôpital et en ville. D'accord. Avant de poursuivre l'entretien, je tiens juste à dire à nos auditeurs qu'on a un léger problème sur le son de ton côté, Jackie. On a un petit bruit de fond, c'est pas très grave. Il faut que nos auditeurs sachent que cet entretien est enregistré le 13 avril dans l'après-midi, donc avant le discours d'Emmanuel Macron à 20 heures.
nous n'avons pas idée des mesures qu'il va annoncer. Donc, les propos qui seront tenus, les analyses que nous allons fournir aujourd'hui ne doivent pas dépendre de ça, puisque nous sommes dans l'inconnu. Voilà. C'est ce qui fait aussi que volontairement, je ne vais pas retravailler le son. Je vais publier l'entretien tel quel, parce que nous serons dans l'urgence par rapport à l'actualité. Et ça n'aurait aucun sens de vous proposer cet entretien dans une semaine. Donc, par avance, je vous remercie pour votre tolérance et votre compréhension quant à la qualité du son. Voilà. Oui, je pense que je dois déplacer mon micro. Bah écoute, si tu continues comme tu es, là, c'est parfait. Là, c'était bien. Voilà. Bon, OK. Voilà, nickel. Pour parler plus précisément du coronavirus, qu'est-ce que tu penses de la mesure de confinement général? Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose? Est-ce que tu crois surtout que ça vaut le coup, hein? On a des bruits de couloir qui disent que ça va potentiellement être prolongé jusqu'à fin mai. Est-ce que ça te semble raisonnable de prolonger ça jusqu'à fin mai? Tout dépend de ce qu'on apportera en plus. C'est-à-dire que le confinement n'est pas une solution en soi, ce n'est certainement pas une manière de guérir la population malade. Le confinement, c'est simplement ce qui permet d'être un élément supplémentaire à toutes les mesures d'éloignement qui ont déjà été, et de précaution qui sont déjà prévues, parce que nous manquons d'un certain nombre de moyens tels que les masques, des bonnets, des gants et ainsi de suite, quoi. Des blouses spéciales, etc., qui sont actuellement réservées à des personnels soignants ou à des pompiers, par exemple, ce qui est très bien d'ailleurs, mais qui devraient pouvoir être mis à la disposition de la population. Selon toi, il faudrait donc poursuivre le confinement à titre de prévention et accompagner cette poursuite de mise à disposition de masques et de tests. C'est-à-dire que si on veut pouvoir envisager le déconfinement, il faut qu'on ait un moyen d'éviter ce dont on nous parle depuis ce matin, d'un risque de léger rebond, comme ça se produit en Chine en ce moment. D'accord. N'importe comment, Oui. je n'invente rien en disant ça, mais ça, c'est les choses dont on est absolument tous certains. Il n'est pas possible que demain, on dise d'un seul coup, ça y est, on rouvre les portes de tout et tout le monde va pouvoir se promener, puisque parmi nous, il y a forcément des gens qui sont des porteurs sains, dont entre autres beaucoup d'enfants, mais qui peuvent être très contaminants. Est-ce que tu penses que nous aurions pu faire autrement plutôt que de confiner tout le monde? Il y a 3 pays en Europe qui l'ont fait massivement, c'est l'Italie, l'Espagne et donc la France. Ce n'est pas nécessairement les 3 pays qui essuient le plus petit nombre de morts, au contraire. Est-ce que c'est vraiment une bonne mesure ou est-ce qu'on ne s'est pas planté? Les Anglais n'ont pas fait le confinement au départ et ça ne leur a pas tellement réussi. Les Américains encore moins et ça ne leur aura pas beaucoup réussi non plus. Donc, je pense que ce qu'on pouvait faire, c'était de moins mal, vu le manque total de certains matériels que nous avions. Et puis, il ne faut pas oublier par ailleurs, pour ce qui concerne les malades, que les Allemands avaient entre 3 et 5 fois plus de lits de réanimation lourde que nous. Mais l'Allemagne est vraiment un cas à part, hein. Comparer la France et l'Allemagne, c'est totalement hors de propos parce que les moyens ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a aussi la gestion, paraît-il que la gestion par Länder en Allemagne fait aussi que le système de soins est optimisé par rapport à la France. Donc c'est vraiment une conception tout à fait différente et c'est difficile de faire une comparaison. On aime bien l'autoflagellation en France, mais il faut quand même qu'elle soit intelligente. Et là, c'est vraiment Tout à hors de fait. propos. Non, mais il y a un élément aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Allemands sont beaucoup plus disciplinés que les Français. Ils l'ont démontré dans le passé d'ailleurs. Mmh. Comment expliques-tu le fait que nous n'ayons ni masque ni test aujourd'hui? Je ne l'explique pas. Tout ce que je sais, mais c'est difficile de faire le tri dans toutes les informations qui circulent. Mais ce que je sais, c'est qu'on en a eu énormément à une certaine époque, qu'il a été considéré par qui, je ne sais pas, mais que le stockage de ces masques coûtait très cher, qu'ils ont donc été éparpillés un peu partout et que le stock n'a pas été renouvelé. A priori, vas-y, poursuis. Actuellement, se fournir des masques, c'est le produit le plus difficile à trouver sur le marché quasiment. A priori, la décision de détruire les masques, ou du moins de ne pas renouveler le stock,
a été prise par Marisol Touraine sur conseil de Benjamin Griveaux et de Jérôme Salomon. Donc Jérôme Salomon qui actuellement est tous les soirs pour nous annoncer le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes en réanimation et le nombre de contaminés en France. Il est en partie responsable de la destruction du stock de masques, a priori. Oui, oui, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la France est un des pays qui est dirigé par beaucoup de hauts fonctionnaires qui ne sont pas des spécialistes de la médecine, mais qui influent forcément sur les médecins. Et je pense que la médecine, c'est à laisser entre les mains des médecins. J'ai un exemple tout simple. Moi, je connais quand même un certain nombre de médecins étrangers. Dans très peu de pays dans le monde, les hôpitaux sont dirigés par des civils. Hein. Ils sont dirigés par des médecins qui sont bien sûr entourés de tout un tas de spécialistes, de juristes, de financiers, de gestionnaires, mais qui ne cherchent pas à prendre le pouvoir sur les médecins. En France, on a une haute administration. On a déjà entendu des tas de commentaires sur l'ENA, donc je n'en rajouterai pas. Mais il y a l'école de Rennes, qui est l'école d'administration de la santé, qui est une école qui fonctionne un peu sur le principe de l'ENA. Et ces gens-là ont une grosse défiance vis-à-vis des médecins. Mais ils ne sont pas médecins. Alors je ne dis pas que les médecins ont toujours raison, mais on ne peut pas réagir sans l'avis des médecins et uniquement réagir en fonction du coût de certaines choses. La santé, ça coûte cher. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il y a un élément supplémentaire. Il y a 40 ou 50 ans, il y avait 4 milliards d'habitants sur la Terre. Maintenant, il y en a 7 milliards. Comme par hasard, les grandes épidémies qui apparaissent à l'époque actuelle viennent de pays où il y a des très grosses concentrations de population. Et que font ces pays qui ont des très grosses concentrations de population? La population se promène avec des masques. Pour un oui, pour un non. La Chine, la Corée du Sud, le Japon, et ce sont des gens en cette matière très disciplinés. Et comme par hasard, dans la crise actuelle, c'est ces pays-là qui s'en tirent pas si mal que cela. Oui, mais qui sont à l'origine tout de même de la crise. À l'origine de la crise, oui, mais à la limite, il y a eu une crise beaucoup plus simple, mais qui a créé des tas de problèmes quand même. Je ne sais pas si tu te souviens de la myxomatose. Non, je ne m'en souviens pas, mais tu m'en avais parlé. Tu peux nous expliquer ce que c'était que la myxomatose? En 2 mots, la myxomatose a été inventée par les Australiens parce qu'ils étaient envahis par les lapins sauvages qui détruisaient tout, y compris les cultures, etc. Et puis la myxomatose s'est exportée dans le monde entier. Et alors, ce qu'on a remarqué en France, c'est que quand la population de lapins remonte au-dessus d'un certain seuil, la myxomatose réapparaît. D'accord. Ce qui veut dire malgré tout que dans ce genre de phénomène, les concentrations de population ne sont pas favorables. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe. Quelle est la ville aux États-Unis la plus touchée? C'est New York. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme concentration de population. D'accord. Et ça pourrait, selon toi, est-ce que le coronavirus pourrait revenir comme la myxomatose revient en fonction de la concentration des gens? L'expérience actuelle fait que, bon, on n'a pas tous les ans la même grippe. La preuve, c'est qu'il faut réinventer le vaccin tous les ans. Donc, on peut très bien avoir d'autres phénomènes de ce type, mais l'augmentation de la population globale sur la Terre peut favoriser ce genre d'affaires. D'accord. Au Donc, niveau il faut des, qu'on soit préparé. Au niveau des traitements qui sont disponibles aujourd'hui, tu m'as parlé très rapidement et je pense que c'est aussi ce qui intéresse nos auditeurs, donc on va prendre un petit moment pour faire le tour sur la question, de la chloroquine et du professeur Didier Roult. Toi qui as été à un haut niveau quand même au Conseil national de l'ordre des médecins, tu connaissais déjà le professeur Didier Roult avant la polémique? Je connaissais son nom, oui.
D'accord. Je savais qui c'était, je savais que c'était un chercheur connu, mais le problème là, ce qui me paraît terrible dans la discussion qui existe actuellement, c'est que on parle de l'hydroxychloroquine comme si c'était une nouvelle molécule qu'on va expérimenter sur une maladie. Sauf qu'on est dans le cas d'une très ancienne molécule, 70 ans quand même, qui a servi pour beaucoup d'autres maladies et qui fonctionnait bien, qui n'a pas que des avantages, ça c'est certain, mais c'est une molécule très très connue dont on connaît les inconvénients et qu'on juge à égalité avec des nouvelles molécules qui sont à l'état de la recherche pure dans certains laboratoires. Et ça, c'est pas. Je crois qu'il y a. Alors, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur, mais comparer les deux choses me paraît extrêmement difficile. C'est pas logique. Ceci étant, on va avoir la réponse. Qui a raison, qui a tort? Je pense peut-être que l'hydroxychloroquine peut être utile chez des gens relativement jeunes, mais ne peut certainement pas être utile sur des gens qui sont déjà dans des états dépassés. Je vais faire une comparaison qui est toute bête. Quand on envoie les pompiers sur un incendie, ce n'est pas au moment où les pompiers arrivent sur le lieu de l'incendie qu'il est temps de faire venir des ingénieurs pour vérifier que leur matériel est en bon état. Oui. Oui, là, il faut agir et puis on verra. Si maintenant il y a un problème sur le matériel, bah, on le constatera et on réagira en fonction. Mais Ça il faut déjà prendra faire pas quelque plus de chose. temps. Ça ne prendra pas plus de temps de contrôler comme cela que de faire des essais sur des toutes nouvelles molécules. Et surtout que l'un peut être fait en parallèle de l'autre. En plus, mais c'est peut-être une vision qui n'a rien à voir avec la médecine, mais qui a à voir avec l'économie. C'est aussi la molécule la moins chère du marché quasiment. Tu penses que ça cache un conflit d'intérêts, une volonté de… Oh, je n'irai pas jusque-là. Tout le monde a envie de faire avancer les molécules dont il s'occupe et dont il essaye de prouver les usages. Mais là, on avait tout. Le laboratoire était prêt à en mettre 300 000 doses sur le gratis, sur le marché, et ainsi de suite. Je crois que pourquoi pas essayer et pourquoi se chipoter alors qu'on n'a pour l'instant aucun moyen et qu'on ne sait même pas, d'ailleurs, pour l'instant, si ce virus va créer une défense et si cette défense va être pérenne. Oui. Bah, surtout qu'en plus, la chloroquine, on dit à l'ensemble de la population, attention, c'est potentiellement risqué, on va C'est pas, vrai on qu'elle est sait pas où risquée. on en est, etc. Mais les VIP, entre guillemets, peuvent en profiter. Par exemple, Olivier Mazerolle, qui est journaliste sur LCI, qui a plus de 70 ans, a eu la possibilité de bénéficier de la chloroquine. Il s'en est Oui, sorti dans un bon état. Christian très bien. Estrosi, Valérie Boyer. Donc, en fait, Ouais. toutes les personnes qui sont proches des cercles de pouvoir ont la possibilité de bénéficier de la chloroquine. Mais nous qui sommes des gens, entre guillemets, du peuple, et bah, nous devons essuyer les plâtres et puis bah, on teste ou on teste pas, on verra. Ça dépend. Nous qui sommes dans le Grand Est, nous ne pourrions pas en bénéficier. Mais si nous étions dans les Bouches-du-Rhône, nous pourrions l'avoir si nous étions proches de Marseille. Bien sûr. Il y a un Et médecin en puis, Moselle, je termine juste, Jackie, je te rends la oui, parole tout de suite, vas-y. que nos auditeurs le sachent. Il y a un médecin en Moselle qui a témoigné c'est pour l'Est républicain, je crois, pour le républicain lorrain, je ne sais plus, qui a témoigné du fait que dans son unité, il prescrit de la chloroquine et il soigne ses patients à la chloroquine. Il a eu un taux de décès quasi nul par rapport au coronavirus. Et il a été obligé de témoigner dans un premier temps anonymement. Ça a fait scandale, à un petit échelon, mais ça a fait scandale. On l'a obligé à sortir du bois. Il est sorti du bois. Et là, il est sérieusement embêté d'avoir révélé son identité parce qu'il contrevient à tout ce qui avait été mis en place dans son hôpital et dans la région. Voilà, je te rends la parole. Oui, non, mais le problème là, c'est un problème d'efficacité. Moi, je pense que je ne suis pas
fort partisan de la chloroquine, mais je fais partie des gens qui ont quand même un peu voyagé en Afrique, etc., dans des pays où il y a du paludisme. J'ai pris de la chloroquine, ça ne m'a créé aucun problème. Ce n'est pas une démonstration, ce que je dis. Je constate simplement, il y a des milliards de gens qui ont pris de la chloroquine dans leur vie. Alors, pourquoi ne pas faire l'essai? Mais bien sûr, si on ne teste la chloroquine que sur des gens dans des états déjà très aggravés, ça, c'est pas sûr qu'on aura un bon résultat. Oui, Quand on parce que soigne une maladie, on commence à la soigner dès qu'on a fait le diagnostic. On n'attend pas qu'elle soit très grave pour la soigner. oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une petite confusion des genres. Mais on a aussi, il y a 2 polémiques. Il y a le fait qu'effectivement le gouvernement fasse ces tests auprès de personnes qui sont déjà dans un mauvais état et donc que ça soit amené à diminuer nécessairement l'efficacité de la chloroquine. Mais en face de ça, le professeur Roult est extrêmement critiqué aussi sur, la qualité de ces tests, puisque par exemple pour la dernière étude il a montré Emmanuel Macron vendredi, il a basé l'essentiel de son étude, à plus de 50 en tout cas, sur un public féminin. Or, on sait que le public féminin est moins touché que le public masculin par le coronavirus. Donc, en basant sur le public féminin, forcément, vous avez des statistiques qui sont plus flatteuses. Oui, bien sûr. Non, mais tout ça, c'est à prendre en compte, hein. C'est pour ça que je crois qu'on en saura plus dans quelques mois. Mais dans quelques mois, il y aura eu aussi beaucoup plus de morts, Ouais, ouais, ouais. y compris du public féminin. Y compris. Comment on en est arrivé là, selon toi? Comment on en est arrivé à Là, la attends, polémique? Vas-y, je voulais faire poursuis. une dernière petite comparaison qui pourrait paraître ridicule, mais il ne faut pas oublier qu'au moment de la guerre de 14, il y a eu des grandes difficultés et on a mobilisé les taxis de la Marne. Et tout compte fait, c'était peut-être pas aussi bien que ce qu'il y aurait pu avoir, mais ça a marché aussi. D'accord. Tu, tu dis que tant qu'on n'a que ça sous la main, eh bien, autant Et ben l'utiliser. voilà. Voilà, absolument. Même si on pourrait avoir mieux, même si on pourrait avoir plus rapide, même si on pourrait. On fait avec ce Mais qu'on a. même si on pouvait avoir tout le reste, parce qu'actuellement, on n'est pas en état en France de distribuer des masques à tout le monde. Ouais. Et les Français ne sont pas forcément des gens convaincus que les mesures d'éloignement sont des mesures efficaces pour ralentir au moins le développement de l'épidémie. Et puis, quelqu'un a dit l'autre jour, si on est en train de faire du jogging et qu'il y a un peu de vent et qu'on tousse, c'est pas à 1 mètre qu'il faut que se mette celui qui suit derrière, c'est à 3 ou 4 mètres. Ouais. Et même dans l'usage des masques, encore faut-il que les gens sachent qu'il ne faut surtout pas toucher la surface extérieure du masque, par exemple, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas forcément une population très disciplinée. Oui, enfin, nous pouvons. La population française est tout aussi bonne que les populations italiennes, espagnoles, allemandes. Voilà, Pas non nous plus. sommes, nous Voilà. sommes des latins. Oui, nous sommes les latins, d'accord, mais on est capable de porter un masque et de suivre des consignes tout de même, Jackie. Tout de même. Comment on en est Oui, arrivé là? mais pour porter Vas-y. un masque, il faut qu'on nous en donne. Oui, encore faut-il qu'on nous en donne. Absolument. Comment on en est arrivé là? Est-ce que toi, tu as constaté lors de ton activité professionnelle et ta présence au sein du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil départemental avant, est-ce que tu as constaté une dégradation des services publics hospitaliers sur ces 20-30 dernières années? Je ne fais pas de différence entre le public et le privé. Il y D'accord? a eu une dégradation aussi bien du public et du privé. Et je ne vais pas parler là des problèmes de rémunération. Je crois que ce n'est pas le moment de parler. Mais il y a une dégradation dans le sens qu'il y a un manque évident de personnels médicaux, pas uniquement de médecins, parce qu'évidemment, la santé, ça coûte cher, c'est vrai. On avait la chance d'être un des pays qui était classé parmi les meilleurs du monde sur le plan de la santé il y a plutôt une vingtaine d'années. Maintenant, on n'est plus aussi haut dans le classement. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas là.
C'est aussi bête que ça. La médecine s'est terriblement modernisée et du fait qu'elle se modernise, elle s'est fractionnée, c'est-à-dire que maintenant, prenons une spécialité comme la cardiologie. Il y a 3 types de spécialistes différentes à l'intérieur de la cardiologie. C'est ça le problème. Donc, il faut de plus en plus de médecins si on veut bien soigner les gens. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Mine de rien, on a arrêté dans tous les établissements tout ce qui n'était pas des soi-disant des soins urgents. Mais il y a des gens qui, sans avoir des besoins de soins urgents, ont besoin d'un suivi régulier, qui ne peuvent pas l'avoir puisque tout est réservé au Covid. Et ça, c'est quand même pas normal. Et quelle solution tu as face à Même ça? si on n'est pas trop mal, pas si mal soigné que ça en France. Mais malgré tout, c'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rehausser un petit peu tout ça? Je crois que tu proposais, dans un entretien que tu as donné précédemment, il y a déjà quelques années, de permettre aux médecins retraités de continuer à exercer, par exemple. Oui, Est-ce qu'on pourrait vous alors, solliciter pour, malgré le fait que vous fassiez partie quand même du public à risque, est-ce qu'on pourrait vous solliciter pour faire face à la crise du Covid? c'est en dehors de ce que j'avais dit, le propos que j'avais tenu, là, c'était pas en fonction d'une crise comme le Covid. Mais par exemple, actuellement, dans un couple, moi quand j'étais médecin installé, j'étais marié, ma femme ne travaillait pas et s'occupait de la maison et des enfants. Elle travaillait quand même beaucoup, mais c'était tout à la maison. Et moi, je travaillais une dizaine d'heures par jour. Au jour d'aujourd'hui, dans un couple de médecins, les deux travaillent. S'il n'y en a qu'un qui est médecin, lui, il ne peut pas être tous les jours à 5h30 pour aller chercher les gosses à l'école. Donc, mais il faut bien qu'il s'arrange un jour sur deux pour le faire. Ce qu'on avait proposé à plusieurs, c'était de dire les médecins retraités, s'ils acceptaient de travailler, par exemple, 3 fois par semaine de 17h à 21h, ça soulagerait partiellement les urgences. 2, ça permettrait aux médecins de mener une vie plus normale. Mais le problème, c'est que si un médecin retraité au jour d'aujourd'hui travaille comme ça, allez, une douzaine, quinzaine d'heures par semaine, quasiment tout ce qu'il va gagner va lui être piqué par l'URSSAF et par les caisses de retraite des médecins. Ça ne les encourage pas beaucoup. Oui, nécessairement. Donc, il faudrait Et ça, proposer c'est un problème qui existe depuis longtemps. Il y a beaucoup de médecins qui accepteraient de travailler au-delà. D'ailleurs, moi, j'ai 83 ans, j'ai une activité à temps partiel. Comment Il y a c'est plein de solutions. Il y a d'ailleurs des villages qui ont créé, ils ont créé, c'est-à-dire qu'ils ont créé un cabinet médical et ils ont embauché des médecins comme salariés. Et c'est la mairie qui encaisse les honoraires. Et ça marche très bien. Donc des médecins retraités qui sont allés travailler pour la mairie. Et dans ce cas-là, ils ne cotisent ni à l'URSSAF ni à la CARMF. D'accord, et tout le monde y gagne, Ils finalement. sont salariés. Ça peut être une Et ça rend solution. service. Ça peut être une Mais oui, solution parce que pour combattre quelque temps le désert médical français. moi, quand j'étais installé, je commençais à 7h30 le matin et je faisais 1h et demie de consultation. Après, j'allais faire des visites, puisqu'à l'époque, on en faisait beaucoup. Et le soir, je travaillais au moins jusqu'à 9h du soir, parce que les gens, quand ils sortaient du boulot à 6h, ils avaient le temps de me téléphoner, d'amener leurs gosses s'ils étaient malades. Ce n'est plus jouable d'aujourd'hui, c'est tout. La société a changé, la société a évolué. Est-ce que tu penses que toutes ces évolutions, a priori négatives, dépendent également d'un manque de considération du monde politique à l'égard des professionnels de la santé? Oh, c'est pas que le monde politique. Pour beaucoup de dirigeants, la santé est devenue un problème secondaire.
puisqu'ils disent que ce n'est pas eux, ça dépend de l'État. Donc, la santé n'est plus une priorité. Sauf que, imaginons, allez, rêvons un instant, que demain, on décide qu'il n'y a plus de sécurité sociale, qu'il n'y a plus de médecins, qu'il n'y a plus rien en France. On va avoir à peu près au moins la moitié de la population qui va être en arrêt de travail. Pourquoi ça? De Gaulle, quand il a créé la sécurité sociale en 1945, ce n'était pas un philanthrope, c'était un militaire. Il voulait avoir des ouvriers en bonne santé, qui aient des bons rendements, et qui, quand ils étaient malades, on les renvoie au boulot le plus vite possible, comme dans l'armée. Et ça marchait très bien. Ben, c'est ça qu'on a oublié. La santé est une nécessité pour un pays qui veut bien évoluer. Donc faire des comptes d'apothicaire sur le dos de la sécurité sociale n'a aucun sens finalement. N'a aucun sens du tout. Du tout. Alors évidemment, on est un pays qui est quand même dirigé par des administrations qui croient souvent savoir tout, souvent mieux que les médecins. C'est peut-être pas ça la solution non plus. Je pense que les médecins n'ont pas toujours eu raison, mais en matière médicale, il faut s'adresser à des médecins. En matière d'impôts, on s'adresse à des comptables et ainsi de suite. Et la médecine s'est extrêmement complexifiée depuis une quarantaine d'années. Donc, on ne peut pas continuer à agir comme c'était il y a 40 ans. Est-ce que tu penses que la crise actuelle va entraîner un changement de perception des Français vis-à-vis des professionnels de la santé, surtout un changement de quotidien pour les professionnels de la santé, parce qu'il va y avoir des revalorisations salariales, des réorganisations dans les hôpitaux, qu'on va tenir un petit peu plus compte de la vie des médecins, des spécialistes, etc. Je pense déjà que les personnels médicaux, que ce soit dans les hôpitaux ou dans le privé, devraient quand même être un peu mieux rémunérés, ça c'est sûr. Mais je ne plains pas les médecins, mais enfin, la moyenne des consultations en Europe occidentale actuellement est à 45 €. Et en France, En on est à… France, on est encore à 25. D'accord. Mais nous, c'est remboursé en totalité par Je dis la bien la sécurité moyenne, sociale. c'est-à-dire qu'il y a des pays où c'est plus que 45 €. Mais c'est tout. Tout est comme ça. On parle des aides-soignantes actuellement et des personnels à l'hôpital. Il y a des gens qui sont payés 1 300, 1 400 € par mois. C'est quand même des gens qui se dévouent actuellement et qui travaillent 10 à 12 heures par jour et qui parfois ne retournent pas habiter chez elles ou chez eux parce qu'ils restent à l'hôpital pour ne pas mettre leur famille en danger. C'est là où on comprend l'ignominie de… Ah, On ne risque ouais. pas d'oublier tout ça. On t'entend plus, Jackie. Est-ce qu'on ne risque pas d'oublier tout cela très vite? Bah, ça risque d'être oublié rapidement. Bruno Retailleau, ce matin, donc des Républicains, disait sur je ne sais quelle chaîne enfin, sur je ne sais quelle radio ou chaîne d'information en continu, que comparer par exemple le salaire des infirmières françaises avec les infirmières allemandes, sachant qu'il y a un écart de salaire de 20%, donc favorable aux infirmiers allemands, n'avait aucun sens car les infirmiers français étaient soumis aux 35 heures alors que les Allemands étaient à 40 heures semaine. Mais M. Retailleau semblait oublier qu'en France, il y a un truc qui s'appelle les heures supplémentaires non payées et qu'effectivement, les infirmiers ne travaillent pas 35 heures semaine, ça n'arrive pas. Et ils sont bien à 45, 50 heures semaine plutôt, si ce n'est plus durant la crise actuelle. Et la grande différence, je le disais déjà tout à l'heure, c'est que tous les établissements de santé allemands sont dirigés par des médecins. Oui, en plus. Alors que nous, on a des gens qui sont effectivement des professionnels de la politique, des hauts fonctionnaires qui représentent physiquement, pour reprendre une phrase de David Degouille, qui représentent physiquement le tableau Excel, quoi. Ils le portent sur eux. Ils sont anthropologiquement des tableaux Excel. Donc, oui, Bien voilà, sûr. pour Eric Woerth et Et pour puis, Bruno Retailleau, entre autres. des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont persuadés de tout savoir sur la médecine
alors qu'en fait, ils n'y connaissent rien du tout. La gestion des hôpitaux actuellement ou des établissements de soins est une gestion qui est purement financière. Est-ce que la médecine, qui est quand même un domaine extrêmement particulier, doit forcément gagner de l'argent? Est-ce que la médecine ne doit pas simplement payer ses frais? On ne peut pas gérer un hôpital comme on gère une entreprise, ce n'est pas vrai. On a besoin d'une partie entreprise, bien sûr, puisqu'il y a du personnel, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui tient à la santé des gens et pas à autre chose. Ce n'est pas une marchandise. Quand est-ce qu'on voudra comprendre cela? Tous les jours, j'entends des propos tenus par des politiques ou par des grands administratifs qui me font peur. Par exemple? Je suis sûr que d'ici un an, quand on tirera des conclusions de cette crise, on aura des gens pour dire que c'était la faute des médecins. Tu crois? Comment on peut arriver à ce type de raisonnement? Parce qu'on n'aura pas été capable de se débrouiller sans moyens. Il faudra mettre. C'est qu'on n'est plus en 1914, hein, et que la médecine maintenant ne se pratique pas les mains nues. Il faut au moins qu'on ait des gants, par exemple. Oui, parce que quand on voit des infirmières ou des médecins se présenter dans un sac poubelle dans les chambres pour avoir un minimum de protection, ça dit le niveau de considération qu'on apporte à ces métiers, quoi. Et mettre des sacs poubelles sur leurs chaussures pour ne pas transmettre des virus avec leurs chaussures. Voilà où on en est. Bon, il faudra mettre un gros. Avec la perte de temps que ça représente, hein, de faire ça. Oui, en plus. Oui, parce qu'on ne se fabrique pas des petits chaussons en sac poubelle à l'avance. Ah non. Ben non. Et puis on en change entre chaque chambre. Ah ben, c'est ça la logique. Nécessairement. Donc il y a forcément une perte de temps. Ouais. Un autre problème qui n'est pas totalement médical, mais qui l'est quand même, le problème des maisons de retraite. Il y a quelque chose qui n'a pas collé. Dans la région ici, moi je suis à Reims, dans la région, il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite en Belgique. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, c'est à peu près un tiers moins cher qu'en France pour un meilleur service. Comment font les Belges? Je ne sais pas. Comment ils font? Tu as des informations dessus? Ben non, je n'ai pas d'informations. Tu n'as pas d'infos. Mais ça, c'est un phénomène qui est assez courant. Les Allemands partent aussi en Europe de l'Est. Hein. Les retraités allemands passent leur retraite en Europe de l'Est. Bien sûr. C'est finalement, c'est assez courant. C'est vrai qu'en France, les professionnels des EHPAD, le service les professionnels, je sais pas, les aides-soignants en EHPAD, par exemple, je crois, ont le droit à 7 minutes par patient. Le temps est compté. On laisse les gens dans des états déplorables en EHPAD, des gens qui ne sont pas lavés pendant une semaine, 2 semaines. C'est le temps de l'habillage et déshabillage du soignant. Voilà, c'est ça. Avec des gens qui souffrent, en fait. Des gens qui sont couchés, qui ont du mal aux articulations, qui ont du mal au dos. Il faut les brusquer, il faut les porter. Et en fait, en tant qu'aide-soignant, les gens doivent très vite se décourager ou développer une certaine forme de méchanceté à l'égard des patients par ressentiment. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des gens qui sont battus, qui ne sont pas lavés, qui sont… Et des gens âgés qui sont privés de leur famille, en plus. En plus. Qui restent allongés toute la journée, qui développent des escarres. Enfin, c'est horrible. Oui, tout à fait. C'est horrible ce qui se passe dans les EHPAD. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, on va jusqu'au bout de la logique en disant que apporter des tests, apporter des moyens de protection et des moyens éventuellement de soigner ce public-là, ce n'est pas rentable. Donc, ce qui est rentable plutôt, c'est d'autoriser une sorte d'euthanasie douce à travers le Rivotril, c'est ça, c'est le nom du médicament. Oui. Et voilà, on autorise le Rivotril, on est sur une forme d'euthanasie douce, c'est plus rentable, on libère les lits, ça coûte moins cher et on n'en parle plus. Oui, mais même sans aller jusque-là, je pense que c'est tout simplement, ce n'est pas pris en considération. Tout compte fait,
on a l'impression que les personnes âgées dérangent, quoi. Mmh. Dérangent pas leur famille, bien sûr, mais dérangent le monde politique, dérangent les grandes administrations, que ce ne sont pas des choses rentables. Et pourtant, maisons de retraite françaises, ça coûte cher, hein. Moi, je connais un établissement ici qui s'occupe d'Alzheimer, ce qui est encore un peu plus compliqué. 4 000 € par mois quand même. Pour être traité comme ça, c'est extrêmement cher. Ben voilà. Mais oui, mais combien, quel est le pourcentage d'administratifs qu'il y a par rapport au nombre de soignants dans chaque hôpital, dans chaque maison de retraite, et ainsi de suite. Et comparons ça maintenant avec nos pays voisins. Ouais. Ouais, il y a ce problème aussi. Bon, pour rappel, hein, la durée de vie, enfin l'espérance de vie, une fois rentré dans un EHPAD, c'est 36 mois. Hein. Quelqu'un qui entre Ouais. dans un EHPAD. Donc, ça en dit long sur le confort dont nos anciens bénéficient et l'attention dont ils bénéficient en EHPAD. En fait, c'est inexistant. 36 mois, c'est rien. Ça fait 3 ans. Hein. C'est très, très peu. Hein. C'est rien du tout. Alors, bien sûr, la population vieillit, donc il faut savoir faire évoluer aussi ces établissements en fonction de l'âge, parce que on vit de plus en plus vieux quand même. Mmh. Pour ceux que donc, ça intéresse, la médecine, ça sert peut-être à quelque chose. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers un entretien avec Nicole Delépine, qui est disponible sur TV Liberté, qui avait eu lieu dans l'émission Le Samedi Politique avec Élise Blaise. Voilà, pour nos auditeurs que ça intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les EHPAD. Bon, Jackie, au sortir de tout ça, il faudra mettre un gros coup de balai dans les professionnels, enfin pas dans le milieu des professionnels de la santé, mais plutôt dans les milieux administratifs et politiques qui s'occupent de ces questions, non? Je crois que notre président en avait parlé à une époque. Oui, mais il ne l'a pas fait. Ben non. Il ne le fera pas. Espérons toujours. On verra son allocution de ce soir. Peut-être qu'il y aura des choses en rapport. Jackie, est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, rien de particulier. Je te remercie infiniment. Eh ben, c'est moi qui te remercie de t'être rendu disponible pour nous accorder cet entretien. J'espère que le contenu de notre échange vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir regarder le reste de nos vidéos dans la playlist Les Entretiens de la Quarantaine qui est sur le côté. Pour rappel, nous avons fait des entretiens avec Adrien Bozzi, Nicolas Klein, Pierre-Yves Rougeron et Florian Philippot notamment. Donc, vous pouvez aller regarder ça sur des questions plus politiques et économiques. Vous pouvez nous soutenir en likant notre page Facebook, en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant, en commentant cette vidéo ou du moins en la partageant. Et puis enfin, vous pouvez également nous soutenir en nous faisant un petit don sur Tipeee. Donc, je mettrai le lien dans la description de Tipeee. Voilà. D'autres entretiens arrivent. Restez connectés. Jackie, merci. Merci encore de nous avoir accordé cet entretien. Et puis je t'en prie, Maxime. Et merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez. À bientôt.